C'est notre grand dossier de la semaine. Radiographie de Djibouti, pays d'1 million d'habitants situé dans la Corne de l'Afrique. Le président Ismaïl Omar Guelleh y règne sans partage depuis bientôt 20 ans. Djibouti, pays stratégique aussi. Le président français Emmanuel Macron y est attendu la semaine prochaine. Politique, géopolitique, droits humains. On fait le point avec Christophe Rigaud, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, premier voyage d'Emmanuel Macron dans la Corne de l'Afrique et il commence par Djibouti. Pourquoi ? Alors, dans ce voyage dans la Corne de l'Afrique, en fait, il y aura deux volets. Un premier volet économique qui sera très important parce qu'il va s'arrêter en Éthiopie, qui est un très très grand marché économique. Et l'objectif du président français sera de renforcer en fait le poids de la France en Éthiopie et dans ces pays. Dans ces bagages, il y aura toutes les grandes entreprises françaises. Par contre, sur Djibouti, ça sera essentiellement le volet militaire. Hein, ça sera le chef des armées qui sera en visite à Djibouti parce que c'est toujours un endroit stratégique très important pour l'armée française. C'est là qu'elle s'entraîne dans des conditions extrêmes. Il faut savoir que l'armée française est aussi engagée dans le Sahel au Mali et que les conditions sont relativement similaires. Donc voilà, c'est un endroit très très important pour la France pour s'entraîner et pour renforcer, je dirais, sa présence en Afrique. Et c'est aussi l'une des plus grosses bases françaises en Afrique. C'est l'une des plus grosses bases permanentes. Il y a 1450 soldats français. C'est ce qu'on appelait avant le bac à sable de l'armée française. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, ce bac à sable s'est agrandi. Et maintenant, il y a une base américaine, une base chinoise, une base japonaise, une base italienne. Donc c'est important aussi pour Emmanuel Macron de montrer que la France est toujours là. Et justement, le dernier arrivé, c'est la Chine qui s'est installée en août dernier. Quels sont les enjeux pour les Chinois? Alors les enjeux pour les Chinois, c'est un enjeu essentiellement commercial parce qu'il faut savoir que Djibouti, c'est la porte d'entrée des produits chinois en Afrique. C'est la nouvelle route de la soie et donc c'est aussi un point stratégique, mais c'est essentiellement économique. Alors vous parliez des Américains présents, des Japonais aussi. Paris est-il en train de perdre son précaré sur le sol djiboutien? Oui, clairement, parce qu'il y a d'autres puissances et le pouvoir djiboutien en joue aussi diplomatiquement. Hein, c'est-à-dire que la France est un petit peu moins importante maintenant, voilà, que l'on peut discuter avec les Américains, aussi avec les Chinois qui détiennent 80% de la dette djiboutienne. Donc il y a un vrai lien et un vrai rapport économique important. Et qu'est-ce que peut espérer la France de cette visite d'Emmanuel Macron, notamment sur le plan militaire? Sur le plan militaire, c'est aussi une visite du chef des armées à ses troupes. Je pense que c'est aussi voilà un message interne. Il y a un contrat de vente d'armes aussi qui est sur le tapis. Donc je pense qu'il y a aussi quelques intérêts. Mais ça s'arrête là. Il faut juste savoir aussi qu'en face de Djibouti, il y a le Yémen et qu'on connaît la situation et le conflit qu'il y a au Yémen. Il y a pas mal de réfugiés yéménites à Djibouti. Donc Djibouti reste quand même une place géostratégique très importante. Et quelle est la contrepartie pour Djibouti de cette visite d'Emmanuel Macron ? Alors ça, je ne sais pas. Il y a d'autres dossiers qui sont sur le tapis, des dossiers judiciaires. Ismaïl Omar Guelleh il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte par l'association Sherpa sur de potentiels biens mal acquis par l'entourage d'Ismaïl Omar Guelleh à Paris. Donc on peut supposer qu'ils en parleront. Et puis il y a aussi la contrepartie, ça peut être aussi la demande d'extradition d'un opposant djiboutien qui est le président du Froud, Mohamed Khatami, qui est réfugié politique en France. Djibouti a demandé son extradition. Voilà, seulement le problème, c'est qu'il est réfugié politique et qu'a priori, la France ne peut pas l'extrader. Il a quand même été mis en examen par un juge français. Alors on va revenir sur le plan régional maintenant. Alors, il y a des bouleversements dans la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie et l'Érythrée ont fait la paix, ils renouent le dialogue. Cela change-t-il la donne ? Ça change complètement la donne. Ça isole un petit peu plus Djibouti par rapport à son environnement régional. Il faut savoir que avec ce rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée, Djibouti perd son monopole, un monopole très très important qui est l'accès à la mer pour l'Éthiopie. 90% des exportations éthiopiennes passent par le port de Djibouti, notamment le café éthiopien. Là, avec
avec la paix avec l'Érythrée, il y a 2 nouveaux ports qui vont s'ouvrir pour l'Érythrée, Assab et puis Massawa. Et donc, clairement, l'Éthiopie va maintenant avoir le choix pour son accès maritime. Donc, clairement, Djibouti est en train de perdre l'une de ces 2 rentes. Il y a 2 rentes importantes. C'est les loyers des bases militaires et puis c'est la rente portuaire et notamment la zone franche de Djibouti. Et quels seront les impacts sur la population locale quand on sait qu'un quart des Djiboutiens vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec un taux de chômage qui atteint quand même 60% de la population? Oui, tout à fait. Il y a une crise économique, ça c'est peu connu. C'est un pays qui a quand même 7% de croissance, sauf qu'avec les chiffres que vous venez de donner, on peut dire que voilà, les loyers des bases militaires et la rente portuaire, visiblement, ne bénéficient pas à la population djiboutienne. Et c'est un vrai problème pour Ismaël Omar Guelleh. On va revenir sur le régime politique du pays. Alors, un président en place depuis 4 mandats déjà. Est-il l'homme pour assurer cette phase de transition actuelle de tous les défis dont on vient de parler? Ça va être très très compliqué parce qu'il faut vraiment savoir que politiquement c'est un pays avec un espace démocratique complètement verrouillé, une opposition muselée, des partis politiques d'opposition soit dissous, soit illégaux. À l'heure où on parle, il y a un membre du MRD qui est un parti d'opposition qui a entamé une grève de la faim. Le président du RAD, qui est l'ancien maire de Djibouti, qui est un opposant, s'est vu confisquer son passeport. Il est à la traque des opposants jusqu'en France. Les opposants n'ont pas accès aux médias d'État. Je crois que RSF a classé Djibouti 172e sur 182. Donc il y a un vrai verrouillage. C'est un vrai pays sous cloche. Combien de temps cela peut durer? Voilà, c'est effectivement toute la question. Et quel est l'état de l'opposition globalement? L'opposition est divisée. L'opposition est très très divisée. Il y a un vrai problème de leadership. Elle s'était réunie il y a quelques années au sein de l'USN, mais l'USN a explosé. C'est vrai que le pouvoir joue aussi des divisions de l'opposition. Il y a des débauchages, puis aussi il y a la fraude électorale, mais il y a un vrai problème de leadership et il y a une vraie frustration aussi de cette opposition qui a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un scrutin, il est joué d'avance. Alors l'un des leaders de l'opposition, Mohamed Kadami, vous en parliez tout à l'heure, président du FRUD, réfugié en France, veut continuer à faire front. Comment il s'organise depuis la France? Disons que c'est très compliqué parce que ces hommes sont au nord de Djibouti et lui, il est effectivement en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, le nord de Djibouti est vraiment un no man's land qui appartient un petit peu au FRUD et puis surtout aux militaires djiboutiens. Par exemple, les opposants des autres partis politiques ne peuvent pas faire campagne dans le nord du pays. Ça reste le seul mouvement armé historique djiboutien, mais dans un pays aussi militarisé, avec autant de bases étrangères et avec cet enjeu économique important, pour le moment, il n'y a pas d'espace pour ce type de Alors vous le mouvement. disiez, l'opposition est divisée. C'est un boulevard pour le président Omar Guelleh, quand on sait que la prochaine présidentielle, c'est en 2021. Tout à fait. Et il est à son 4e mandat. Je crois que dans une interview à Jeune Afrique, il avait dit que son 4e mandat était son dernier mandat. Mais visiblement, voilà, quand on regarde un petit peu comment ça se passe au sein de la majorité, il y avait des successeurs potentiels des dauphins. Ces derniers mois, ils ont tous été écartés. Il y avait notamment son gendre. Tout le monde a été écarté. Ismaël Omar Guelleh se retrouve seul. Et on a un petit peu l'impression que il n'y a que Ismaël Omar Guelleh qui peut se succéder à lui-même. La question, c'est voilà, osera-t-il briguer son 5e mandat, qui pourrait être son mandat de trop? Est-ce que le peuple peut se soulever comme on le voit au Soudan? Alors tout à fait, la situation au Soudan inquiète. À Djibouti, c'est la révolte du pain. Au Soudan, on a vu que Omar el-Béchir a proclamé l'état d'urgence. Il a été obligé de limoger son gouvernement. Et quand on voit la crise économique qui sévit à Djibouti, on peut se poser la question. Pour le moment, la répression est très très forte et il n'y a pas d'espace pour le moment pour des manifestations populaires. Elles sont fortement réprimées. En 2015, il y a eu une vingtaine de morts lors de la dernière plus grosse répression. Donc, elle est très très forte. Une dernière question. Estimez-vous qu'une élection crédible et transparente pourra se tenir
en Elle 2021. ne peut être possible, selon l'opposition, que s'il y a vraiment une médiation et des observateurs internationaux type Nations Unies, type Union européenne. C'est pas vraiment le cas. Et pour le moment, toutes les élections ne sont pas transparentes. Elles sont toutes contestées. Merci beaucoup Christophe Rigaud pour votre analyse. Merci. Merci.